Chers téléspectateurs, nous allons maintenant attaquer le dernier point de cet entretien qui concerne le bilan sur le sommet UE. UA. Ça existe UA. C'est toujours l'UA qui s'est fait financer par l'UE. Donc c'est une sorte d'imbrication, UE, unité, voilà, c'est traduit, voilà. Au moins il y a l'union là-dedans. Oui, une sorte d'union. Non, mais c'est vrai que le président Condé de la Guinée, Alpha Condé, en tant que président de l'Union africaine, avait fait une très belle analyse à l'époque de la situation. Hein. Bon, je le cite parce que, comme je dis, c'était les deux, hein, peut-être lui et puis Idriss Déby, qui quand même défendent un peu la cause. Qui semble se reprendre, exactement, Déby, tout à fait. Et je pense que mieux vaut tard que jamais, parce qu'ils sont tous, si tu veux, ils ne sont pas tous propres, mais au moins si un fait l'effort, dans ces derniers moments, de revenir à lui-même, il faut quand même le saluer. Il faut l'encourager surtout. Alors, voilà. Qu'est-ce que vous tirez comme leçon à la fin de ce sommet d'Abidjan? Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Qu'est-ce qui a été négatif? Alors, ce qui est négatif, c'est qu'on n'a pas évolué. On dit que oui, ça dit qu'on n'a pas évolué, on dit qu'on va mettre la jeunesse au centre. Au moment où le sommet se tient, la jeunesse africaine est vendue en Libye. Moi, je pensais que ce sommet, après l'indignation mondiale, allait dire, bon, quand nous sortons de ce sommet, nous allons tous mettre le cap sur la Libye. L'Union européenne, qui est responsable du crime contre l'humanité qui se commet en Libye, aurait pu dire, bon, je fais mon mea culpa, je vais donner de l'argent pour qu'on les bloque. Et donc, à partir de là, dès demain, je envoie l'OTAN pour aller aider la Libye à se reconstruire. Vous savez, quand M. Barack Obama, dans ses regrets, en tant que président américain, il a regretté exactement. On a détruit la Libye, mais on n'a pas prévu l'après-destruction. Hélas. Il l'a dit il y a 2 semaines. À ce sommet, les 29 et 30 novembre dernier à Abidjan, l'Union africaine et l'Union européenne n'ont pas ensemble reconnu leur part de responsabilité dans le crime qui se commet en Libye. C'est un premier échec. Deuxième élément, on parle de la jeunesse. Mais moi, après le sommet, je n'ai pas vu de schéma clair pour les jeunesses africaines. Les jeunesses africaines ont le même schéma. Je suis enseignant à l'université. Au moment où avant de venir en exil, on avait entre 4 millions et 5 millions de jeunes ivoiriens formés dans notre université, dans nos universités ivoiriennes qui étaient au chômage. Au moment où je venais en exil, la plupart, le seul job qu'ils avaient, c'était les cabines téléphoniques. Licenciés, une licence, une maîtrise, il faut une cabine téléphonique pour survivre. C'est pas du boulot, ça. Digne d'un universitaire. Ils sont tous au chômage. Je n'ai pas vu un schéma clair de la jeunesse, pour la jeunesse africaine, pour éviter qu'elle ne cherche à aller mourir dans les mers. Parce que ceux qui meurent dans la mer, il n'y a pas que les rejetés. Il y a aussi des diplômés. Oui, c'est vrai. Qui viennent là, qui disent je préfère aller mourir parce qu'il n'y a plus rien, mon pays n'a pas d'avenir. J'ai reçu un jeune Camerounais ici il y a 1 semaine. On n'a pas encore fait son interview, mais ça va se faire. Il a eu maîtrise. Exactement. Au Cameroun. Donc il y a des diplômés. Et il en a eu marre, il a pris la route. Et justement, donc il y a des diplômés là-dedans qui vont mourir parce que leur pays ne leur propose rien. Ce sommet Union européenne, Union africaine n'a rien proposé de concret à la jeunesse. Donc c'est le deuxième regret. Et puis il y a aussi, et puis parfois je suis un peu gêné parce qu'il y a des élites. Bon, écoutez, nous sommes tous des élites, mais par exemple, il y a des stars africaines qui peuvent nous aider à faire passer le message. En Côte d'Ivoire, par exemple, notre jeune frère, je vois Didier Drogba qui était avec eux et tout. Je me demande qu'est-ce qu'il a bien pu leur dire. Il était content de faire des photos avec Emmanuel. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu leur dire? Il a fait son selfie. Il y en a qui disent, non, écoutez, moi je fais mes affaires, je ne suis pas politique. Mais ce que nous disons, c'est pas politique. Mais même c'est sociétal, c'est vital pour ton continent. Même en famille, on fait la politique, il y a une politique familiale. Mais quand même, et tes compatriotes meurent au Mali, ils meurent au Burkina, ils meurent en Libye surtout. Tu es un footballeur de renommée mondiale. Qu'est-ce que tu fais? Je vais en profiter ici pour remercier 2 anciens footballeurs qui m'ont rejoint dans le mouvement « Aidez-nous à sortir Félix et ses compagnons de l'esclavage en Libye ». Je cite ici Joël Thierry. Merci. Joël Thierry a été l'un des... On ne s'est jamais rencontré, Joël et moi. Mais c'est mon compatriote, je sais. On se parle au téléphone seulement en attendant qu'il vienne. Joël a été l'un des premiers à s'inscrire. Ensuite, Patrick Mboma.
Merci. Voilà les deux seuls footballeurs. Je vais ici pousser un coup de gueule à Bernard Choutan qui n'a jamais réagi. Tout à fait. Alors, donc vous voyez que tout à l'heure, moi, les gens disent beaucoup de choses. Mon jeune frère Didier Drogba, par-ci par-là, il était au Canada à rencontrer Ouattara. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Mais je pense que quand on est un symbole, il faut l'être pour sa nation. Moi, je connais très bien les jeunes frères Kolo, Habib et puis son frère Yaya. Et ils sont où? Parce qu'ils ont grandi pratiquement dans le même quartier que fait mon père. Je les connais, ces enfants-là. Je me dis, tous ces talents-là, mettez à la disposition. Parce que sachez qu'on ne vit pas pour soi. Vous allez me donner leurs coordonnées, je vais les revoir. Ça fait 7 ans que je ne les ai pas vus, on va les appeler. Parce que, oui, mais bon, bref, je veux dire, servez à quelque chose. Les milliards, c'est bon. Nous, on n'a pas besoin de vos milliards. On a besoin que vous aidiez le continent à évoluer. Vous aidiez votre pays à évoluer. Parce que demain, ce n'est pas vos milliards que les gens vont compter. Qu'est-ce que vous avez apporté à l'humanité? Au plan footballistique, bravo, je suis fier. Mais au plan de la société, pour qu'elle évolue, qu'est-ce que vous laissez comme trace? Qu'est-ce que vous laissez comme marque? J'ai oublié de remercier quelqu'un. Oui. Monsieur Lilian Thuram. Oui, bravo. Monsieur Lilian Thuram. Bravo. Et je suis d'accord que vous l'appelez monsieur, parce que dans un de mes livres, d'ailleurs, j'ai cité ses propos, où il est engagé pour le continent, où il parle. Au moins, parlez. Parlez, vous rentrez dans l'histoire, vous rentrez dans la conscience de votre peuple. Ne dites pas, vos milliards là ne serviront pas forcément à la nation, au monde entier, mais vos propos, vos prises de position peuvent sauver des vies. Bon. Et je voudrais saluer aussi certains de mes compatriotes, les artistes, hein, Alpha de temps en temps, nous tous on connaît Alpha, en tout cas en Côte d'Ivoire, tu l'aimes, tu ne l'aimes pas, peu importe, Alpha Blondy, c'est Alpha Blondy. Mais au moins, quand il y a les causes comme cela et qu'il intervient un peu, bravo. Tikendia aussi a suivi, ils sont nombreux comme cela, et tout ça, pour ne citer que ces deux-là, même si... Serge aussi. Oui, c'est Serge Kassi. Serge Kassi. Non, mais Serge Kassi, c'est un engagé. Tout à l'heure, tu as parlé de Joël Thierry. Mais Joël Thierry et Serge Kassi, je ne parlerai pas. Parce que ça, ce sont des gens qui, au moment où le peuple ivoirien était empastillé, se sont levés. Ils étaient avec Charles Blé Goudé dans le grand mouvement révolutionnaire. Ils ne sont pas naïfs, ils ne sont pas dupes. Ils savent que notre nation a besoin d'évoluer. Écoutez, nous n'avons rien contre les dirigeants de nos nations. Mais tant que le peuple croupis dans la misère et dans la galère, et que les dirigeants s'enrichissent, le peuple gémit, et les dirigeants jouissent des biens du peuple. Il faut qu'il y ait des gens pour se lever. Et ces personnalités qu'on a évoquées, ils ont au moins pris position à un moment donné de l'histoire. Ouais. Donc je voudrais vraiment te remercier pour dire que le continent, le sommet, le fameux sommet UA-UE, pour nous, c'est un épiphénomène. Mon seul regret, c'est que dans mon pays qui a abrité ce sommet, ce jour-là, il n'y avait pas de microbes. Depuis 2 mois, on ne parle pas de microbes. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, le régime, c'est pour cela que quelque part, il y a une connexion entre le régime et ce qu'on appelle les microbes. Les microbes, ce sont des jeunes... J'allais vous demander, c'est qui les microbes? Les microbes, ce sont des jeunes délinquants qui ont été utilisés par M. Ouattara au moment où il fallait évincer M. Ouattara, M. Laurent Gbagbo. Il a utilisé les jeunes d'Abidjan, un peu du pays, les deux œuvrés. Il y en a qui ont été armés et tout cela. Et après, quand on passe maintenant la crise, qu'est-ce qu'on en fait? Ces jeunes-là, on les arme à travers eux. Donc, ils agressent les populations. Abidjan, c'est l'insécurité totale avec les microbes-là. 2 mois avant le sommet, ils ont été verrouillés. Comment on a réussi à les faire taire en 2 mois? Mais pire, le sommet se déroule dans mon pays. L'opposition, il y a des prisonniers politiques dans mon pays. Il y a des exilés dans mon pays. Depuis la crise de 2010, il y a au moins des milliers d'Ivoiriens, des centaines de milliers qui sont au Ghana, au Togo, au Bénin. Silence total. Et moi, j'appartiens à un mouvement quand même qui est de l'opposition. En tant qu'acteur de la société civile, j'ai rejoint les politiques. On a fait un grand bloc qu'on appelle EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Mais en dehors de cela, il y a d'autres partis politiques. Et tout cela, silence total. C'est du jamais vu. Et c'est un regret. Et je dis quelque part, on a raté une occasion. Parce qu'il y avait au moins 80 personnalités, 80 présidents, chefs d'État et de gouvernement dans notre pays. Il fallait leur dire. Vous doutez bien qu'on les aurait tenus très loin à l'écart du sommet. Mais les acteurs mondiaux, quand on était à Hambourg pour le G20, où M. Macron a parlé des femmes africaines qui font 8 enfants, 7 enfants, vous savez ce qui s'est passé? Non. Il n'y a jamais eu autant de casse. Les acteurs mondialistes, ils manifestent, c'est vrai, on est en Europe, donc mais oui, mais il faut, comme les médias sont là, montrez, vous dites que Ouattara est dictateur, parce qu'il l'est. Mais montrez au monde entier qu'il l'est.
manifester et on va voir ce qu'il va faire. Ah oui, comme les jeunes Burkinabés l'ont fait. Mais évidemment, les jeunes Burkinabés ont manifesté. Oh, voilà les Burkinabés qui sont quelquefois pris pour des oiseaux en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Il donne l'exemple. Hein? Ah non, mais Jackie, c'est que tu ne sais pas. C'est que l'histoire, on l'a étudié. Thomas Sankara, quand on le voit, on ne le voit même pas en Burkinabé. On le voit comme un symbole de l'Afrique qui se réveille. Donc, quelque part, oui. Les Burkinabés ne sont pas des oiseaux en Côte d'Ivoire. Les Burkinabés, je suis bien placé pour le dire. Parce que moi, j'ai été élevé à des Burkinabés qui ont travaillé dans nos plantations, qui ont été toujours régulièrement payés et tout cela. Ces deux peuples-là, il y avait des connexions. Ce sont les politiques, notamment M. Ouattara, qui en a fait une instrumentalisation pour dresser nos deux peuples. Mais aujourd'hui, les meilleurs défenseurs pour la libération de Laurent Gbagbo, il y a des Burkinabés là-dedans, parce qu'ils ont compris qu'ils ont été utilisés. Ils ont été manipulés. Et depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, les rapports entre les Burkinabés et les Ivoiriens sont devenus difficiles. Parce que depuis que M. Ouattara est arrivé, c'est comme si le Burkinabé, il considère que hier, il était exploité, c'est maintenant qu'il se réveille, c'est faux. M. Ouattara vous a utilisé, mais Ouattara va passer. Et les deux peuples demeureront frères. Et il faut que les deux peuples cohabitent. Et oui, et même aujourd'hui, nous avons soutenu les Burkinabés contre Blaise Compaoré, où il a atterri finalement. Abidjan. Oui. Donc c'est pour dire que quelque part... On m'a dit qu'il a la nationalité de chez vous, là. Oh oui, tout à fait. Mais vous attendez quoi pour m'en donner, moi? Je bosse pour vous, regardez votre drapeau, vous filez au passeport. Non, je veux dire par là que laissons les querelles politiciennes. Et puis les peuples sont condamnés à vivre ensemble. Donc ce sommet-là, je pense que le peuple burkinabé a réagi dignement. Même si il y a une partie qui a failli être instrumentalisée. Le président burkinabé a été humilié par M. Macron, il faut le dire. Mais quelque part, je pense qu'il comprendra que si tu veux être un panafricaniste, si tu veux être un fruit de la révolution des Burkinabés, sois digne jusqu'au bout. Allez, Monsieur le Président Marc Kaboré, vous avez quand même fait quelque chose de formidable. Vous avez arboré le bazin de Thomas Sankara pour recevoir Macron. Ça, c'était déjà un petit pas. Oui, tout à fait. Et donc, du côté du côté d'Abidjan, je pense qu'on n'a pas su réagir. On n'a pas su saisir l'opportunité pour parler au monde. Et là, vraiment, je parle à toute l'opposition. L'opposition, parfois, il faut qu'elle soit classique, en faisant des discours dans les salons, mais parfois aussi, il faut qu'elle soit sur le terrain. Très bien. Nous allons en profiter pour saluer M. Nyarbo Kakou. Oui, tout à fait, le député, l'ex-député, et l'ex-candidat aussi à l'élection présidentielle. Voilà, qui est passé ici il y a 2 semaines et qui, en ce moment, a initié sa marche vers Abidjan. Oui. Il a commencé hier, samedi. Oui. Samedi le 2. Donc, mais on sait qu'il a eu des problèmes. Il avait été arrêté. Le premier jour, quand il a commencé, il a été arrêté par le régime d'Abidjan. J'ai été alerté moi-même. Vous vous souvenez, quand j'ai fait la dédicace de mon livre ici à Paris, il m'a fait l'amitié. J'étais présent, j'ai capté ça. Tout à fait, il était là. Donc, et à Abidjan, quand il a initié sa marche, le premier jour, il a été arrêté par le régime, etc. Mais moi, on l'a relaxé. Voilà, après, parce que hier soir, sur un réseau social, il était. Je vous suis, monsieur le député. Ne vous inquiétez pas. Nous vous suivons, JMTV Plus vous suit. Tout à fait. Et tous les soirs, essayez d'être sur le réseau social pour m'envoyer un petit mot. Merci. Tous les soirs, rendez-moi compte. Voilà. Si ça on suit cette marche. Moi, je le salue. Il a tout notre soutien. Et je voulais dire quelque part que le sommet est parti. Les lampions se sont éteints. Mais la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, quels sont les problèmes pour l'avenir? Ça fera l'objet d'une autre émission. Tout à fait. Donc les Ivoiriens... Aujourd'hui, nous avons fait le tour de ce pourquoi vous étiez invité. Parfait. Ça, c'est sûr. Je vais en profiter. Oui. Avec vos permissions, on a beaucoup parlé du Burkina Faso. Vous me permettez d'en profiter pour saluer quelqu'un qui m'est cher. D'accord. Je ne vais pas me cacher, je ne renie pas mes amis d'hier parce qu'ils ne sont plus en poste. Je salue Luc Adolphe Thiao. Oui, Luc Adolphe Thiao, qui est un grand frère et un ami. J'espère que tu vas bien, Luc, à Ouaga. Et ce serait un plaisir de te revoir. Voilà, je pense fort à toi. Salut à toi et bon courage. Donc, pour terminer sur cette question totalement, je voulais dire que les sommets Union européenne, Union africaine, bon, on espère que là encore, ça a été une belle mise en scène. Vous voyez, il paraît qu'on a profité pour inaugurer le métro d'Abidjan et tout cela. Bon, c'est bien beau, un métro qui va nous coûter encore des milliards. C'est bien beau. Et moi, je l'ai toujours dit dans mes critiques, dans mes livres, où Fouad Boigny nous a beaucoup apporté. Il a rendu la Côte d'Ivoire moderne. C'est vrai, le modernisme, ça nous profite. Mais c'est pas le modernisme qui va soigner les gens. J'aurais aimé avoir en Côte d'Ivoire le plus grand hôpital. Pourquoi on ne se lève plus pour aller ou bien au Maroc ou bien en Europe?
Ça veut dire que si vous pouvez construire le métro, c'est-à-dire que moi je pense qu'il faut hiérarchiser les priorités. Les priorités, qu'est-ce qu'il peut apporter au peuple? Est-ce que si vous construisez des universités, si vous construisez des hôpitaux, pour que les gens puissent se soigner, c'est pas mieux qu'un métro? Comme ça, après vous, ceux qui vont venir faire le métro, c'est quand on a fini d'avoir les nécessités, le nécessaire vital. Oui. Après, maintenant, on peut faire... C'est du luxe à la limite. Nos parents dans le village n'ont pas besoin de métro pour aller dans sa plantation. Mais ils ont besoin d'être soignés. Ils ont besoin d'être soignés. Je comprends votre logique, oui. Voilà, cher ami. Donc, je veux dire, souvent nos dirigeants se trompent d'époque et de priorités. C'est votre mot de fin, professeur. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez aimé cette tranche. Merci. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité politique qui sera, j'espère, aussi volubile que Dr Gervais Bougassako. Merci. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir.